les États-Unis et l'Iran ensemble, se sont retournés contre les troupes saoudiennes. Et ils ont gagné. Actuellement, tous les Saoudiens ont été soit faits prisonniers, soit se sont enfuis du Yémen. Et aujourd'hui, la question se pose de savoir qui va continuer, va poursuivre jusqu'à atteindre l'Arabie Saoudite au cœur et à renverser les Saouds. C'est ça qui se joue actuellement. Donc, quand le coronavirus sera terminé, peut-être vous apprendrez qu'il n'y a plus de Saouds et plus d'Arabie Saoudite. Ah, d'accord, carrément. Donc c'est plus l'Iran directement qui est ciblé, ça s'est retourné contre l'Arabie Saoudite dans ce jeu. C'est à peu près ce que vous semblez dire. Je vous dis que l'Iran et les États-Unis mènent aujourd'hui leurs opérations militaires de manière coordonnée. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump commence à avoir des résultats dans l'éviction de la mentalité prégnante d'Obama et de l'implication de ce qu'Obama a fait dans les services américains? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire, Donald Trump fait retourner les GIs à la maison. Ça, il n'y a pas de doute, et il y arrive. Il est en train de retirer aussi, de rapatrier toutes sortes de prisonniers US qui sont détenus dans différents pays. Et il fait ça très très bien et très très vite. Mais en même temps, il laisse le Pentagone poursuivre sa stratégie de destruction des États au Moyen-Orient. Là, le Yémen, aujourd'hui, de facto, il est divisé en deux. De facto seulement, officiellement, il y a toujours un seul Yémen, mais dans la pratique, il y en a deux. Et s'ils attaquent, ça sera sous commandement US, mais il n'y aura pas de troupes US. S'ils attaquent l'Arabie Saoudite, le pays sera divisé en 5. Donc, je vous dirais, les États-Unis changent, mais quand même, ils restent les mêmes. Est-ce que vous pensez que les Britanniques sont en train d'être les perdants, en fait, dans ce jeu? Allô, allô? Oui, oui, je vous entends. Je vous entends. Vous m'entendez? Est-ce qu'on peut dire que les Britanniques sont les perdants en ce moment de ce qui se passe en Yémen? Allez-y, allez-y. Est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'on peut dire que les Britanniques sont les perdants du jeu qui se mène au Yémen, qui se joue au Yémen en ce moment? Non, non, pas du tout. Je dis qu'il y a deux grands gagnants qui sont les Britanniques, qui viennent de reprendre le contrôle de l'OTAN, et l'OTAN a été transformée. Vous savez que Donald Trump a dit que c'était désormais, on devait appeler ça OTAN Moyen-Orient. Alors c'est pas encore sur le papier en tête, mais ça va pas tarder. Donc les Britanniques rétablissent leur influence coloniale dans cette région, ça il n'y a pas de doute. Et d'autre part, les Émirats arabes, même au Yémen, oui, oui, bien sûr. Alors actuellement, le port d'Aden est contrôlé en grande partie par les Britanniques. Que je comprenne, parce que c'est parce que j'ai pas dû comprendre. Au Yémen, c'était l'Arabie Saoudite qui était opposée à des populations qui ne voulaient pas être assujetties à leur influence, quelque part. Oui, comment on appelle? Il y a une très très vieille opposition entre les tribus du Yémen et les tribus d'Arabie Saoudite. Et au cours des dernières années, l'Arabie Saoudite et l'État d'Israël se sont engagés ensemble à mener une opération militaire pour pouvoir exploiter le pétrole dans un champ de pétrole qui est à cheval entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, ce qu'on appelle le Kharvid, cette nappe de pétrole. Donc voilà, ils ont attaqué le Yémen. En fait, le Yémen, personne ne peut le conquérir, personne n'y est jamais arrivé, c'est exactement la même situation qu'en Afghanistan, c'est un pays totalement tribal. Mais excusez-moi, mais les Français et les Américains ont participé à ça, aux côtés de l'Arabie Saoudite. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Les Britanniques aussi. Mais donc, oui. Mais alors comment ça se fait que maintenant que ça se retourne contre l'Arabie Saoudite, comment ça se fait que maintenant que ça se retourne contre l'Arabie Saoudite, les Anglais soient quand même bénéficiaires de cette histoire? C'est quand même incroyable.
D'abord, dans la longue période, vous voyez que les États-Unis ont toujours soutenu un État dans cette région pour qu'il soit le chef, mais en même temps lui ont interdit d'être trop puissant. Donc ça a été successivement l'Iran du Shah Reza Pahlavi, ça a été l'Irak de Saddam Hussein, puis ça a été l'Arabie Saoudite. Et je vous dis, à mon avis, dans les prochains jours, ce sera les Émirats Arabes Unis. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que depuis 2001, les États-Unis veulent détruire tous les États, que ce soit des amis ou des ennemis, ils n'en ont plus rien à faire, tous les États de cette région. Vous avez eu la guerre en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, au Yémen. L'étape suivante, logiquement, ça pouvait être soit la Turquie, soit l'Arabie Saoudite. Apparemment, ce sera l'Arabie Saoudite. Voilà. D'accord. Et les Britanniques, vous dites, sont quand même les gagnants au niveau de l'OTAN. Oui. Alors, les Britanniques, du temps de la colonisation, avaient le port d'Aden. C'était une colonie britannique. Tandis qu'ils avaient le port d'Aden, et d'autre part, ils avaient les Émirats Arabes Unis. C'était également une colonie britannique qui, elle, était rattachée à l'Empire des Indes. Parce que les Émirats Arabes Unis, c'est un peuple de pêcheurs et de commerçants, de navigateurs. C'est complètement différent de l'Arabie Saoudite, où ce sont des tribus du désert. C'est tout à fait une autre mentalité. Et aujourd'hui, ils donnent la préférence aux Émirats Arabes Unis, ce qui est logique parce que Mohamed Ben Zayed, le président de facto des Émirats Arabes Unis, c'est un homme d'affaires, comme le président Trump. Ce sont des gens qui se comprennent très bien tous les deux. Alors que Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, c'est quelqu'un qui pense vraiment comme un bédouin du désert et qui est animé par une ambition absolument sans borne. Vous savez, quand il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est de faire arrêter et torturer son meilleur ami d'enfance parce qu'il était trop intelligent. Ça lui faisait de l'ombre. Après, il a commencé à tuer les uns après les autres tous ceux qui pouvaient prétendre au trône à sa place. Après, il a fait décapiter le chef de son opposition politique. Seul pays au monde où on a vu une chose pareille, mais personne ne dit rien. Là, on parle d'un comportement de psychopathe. On parle d'un meurtrier, d'un psychopathe et de quelqu'un qui a une tendance à la folie, finalement. Vous appelez ça comme vous voulez, moi Quand on torture son meilleur ami, quand on capite les gens, excusez-moi, à un moment donné... Après ça, il a fait arrêter pratiquement tous les membres riches de la famille royale, ses frères, ses oncles, il les a fait enfermer dans un grand hôtel, il les a fait torturer, il les a obligés tous à lui donner leur argent. Après ça, il a fait découper un frère musulman qui était trop bavard dans un consulat à Istanbul. Le journaliste. Voilà le personnage. Vous parlez du journaliste. Monsieur Khashoggi. Oui, Monsieur Khashoggi. Oui. Donc, ce personnage qu'on nous présente comme un prince moderne, c'est en réalité l'héritier de quelque chose de tout à fait médiéval. Oui, un fou, quoi, on peut le dire. Il n'y a pas de prendre de pincettes. Il n'y a pas de dirigeant comme ça en dehors de lui aujourd'hui, et Dieu se loué. Ah oui, effectivement. Et c'est avec ce personnage que l'État français a négocié, vend des armes régulièrement, finalement. Absolument. Et les États-Unis
l'ont bien manipulé pour l'obliger à acheter quantité de choses inutiles, et aujourd'hui ils veulent s'en débarrasser. D'accord, ok, ça devient clair comme ça. Et les Français continuent à être en affaire avec l'Arabie Saoudite, avec ce modèle-là? Et moi je vous parle de ça, je pense que le ministère français des Affaires étrangères n'est pas au courant. Vous pensez sincèrement qu'ils sont pas au courant? Je pense qu'ils n'ont absolument pas conscience de ce qui se passe actuellement au Yémen et en Arabie Saoudite. De ce qui se joue, d'accord, ok. Mais moi, je parlais du fait qu'ils étaient totalement au courant du comportement oui. Et qu'ils ont continué malgré ça à faire des ventes d'armes, à faire des échanges avec l'Arabie Saoudite. Malgré ça. Bien sûr. Et le président Macron s'est fait humilier par Mohamed Ben Salman. C'est incroyable. Vous savez, quand le Premier ministre libanais, Saad Hariri, qui en fait n'est pas le fils de Rafik Hariri, mais il est le fils d'un prince saoudien. Bon. Donc, l'Arabie Saoudite lui a demandé de venir à Riyad, et quand il est arrivé là-bas, c'était le moment où le Mohamed Ben Salman était en train d'arrêter toute sa famille, donc il a fait arrêter Saad Hariri dans son avion à l'aéroport. Et le chef de sa sécurité, de la sécurité personnelle de Mohamed Ben Salman, l'a fait sortir sur la piste et l'a tabassé sur la piste. Tout le monde l'a vu. Donc, après ça, c'est quand même Premier ministre en exercice du Liban. Hein. Donc, après ça, le président Macron est venu pour sauver Saad Hariri. En fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Il a été sauvé parce que le Liban a menacé de porter plainte à lui. Le président Macron est venu rencontrer Mohamed Ben Salman, et celui-ci ne l'a même pas emmené voir le roi, sortir de l'aéroport, aller à Riyad voir le roi. Non. Il l'a reçu uniquement à l'aéroport, comme on fait pour les gens pas importants, qu'on ne reçoit même pas chez soi. Il est uniquement à l'aéroport. Et après ça, ça n'a eu aucune conséquence, cet entretien, mais le président Macron a dit « j'ai sauvé Saad Hariri ». C'est n'importe quoi. D'accord, c'est une opération de communication, quoi. Ok. Et alors... c'est une opération dans laquelle le président de la République française s'est fait humilier publiquement par quelqu'un qui lui a dit « vous êtes la cinquième roue de la carrosse et du carrosse et vous ne ferez pas la loi chez moi ». Voilà. Oui, d'accord, mais Macron a essayé de tourner ça en opération de communication, quoi. Effectivement, je vois à peu près comment ça a été tourné. Maintenant que j'y repense, si vous avez encore un petit peu de temps, oui, encore un quart d'heure. Ouais. Bon, parce que j'ai deux petites questions, vous allez voir, c'est pas très compliqué. La première, c'est que pour le 11 septembre, on avait observé des délits d'initiés avant le 11 septembre qui laissaient à penser que les gens qui ont été coupables de ces délits d'initiés étaient au courant avant, puisque ce sont des délits d'initiés qui s'exercent sur des domaines qui ont été impactés par le 11 septembre. Pour le Covid-19, on observe exactement la même tendance avec, je prends un site que, je ne suis pas un fan de Panamza, mais je reprends l'information de Panamza. On a vu qu'il y avait des centaines de patrons qui avaient démissionné de leur poste juste avant cette crise. Alors, je vais reprendre des grands patrons massivement démissionné avant le krach boursier. C'est exactement, si vous voulez, ce qu'on a vu avec le 11 septembre. Est-ce que vous pouvez nous parler du premier phénomène comme du deuxième? Alors le deuxième, là, je ne sais pas, j'écoute ce que vous me dites, mais je n'ai pas du tout creusé ça. Pour le premier, je peux vous dire que dans la semaine qui a suivi les attentats du 11 septembre, vous savez, à l'époque, j'étais en France secrétaire national du Parti radical de gauche, et j'écrivais notamment des discours pour des ministres et des députés. Et donc, à ce moment-là, à Bercy, s'est tenue une vidéoconférence internationale où on a expliqué ce délit d'initié.
Et lorsque le ministre est sorti de cette conférence, je n'y ai pas assisté, mais lorsqu'il est sorti de cette conférence, il m'a dit, vu les sommes dont on a parlé, ça suffit en soi à expliquer les attentats du 11 septembre. Voilà. D'accord. Alors, je vous donne une information, je vais la lire. Hein. Le vendredi 13 mars, Bill Gates, fondateur de Microsoft, second milliardaire de la planète et ami intime de l'agent du Mossad Jeffrey Epstein, a fait savoir qu'il démissionnait du conseil d'administration. Bill Gates, dont on sait par ses vidéos qu'il avait planifié effectivement des simulations de pandémie de coronavirus qui se déroulaient en Chine. Alors c'est tout à fait particulier que ce genre de personnage se mette à démissionner du conseil d'administration de sa firme. Alors je continue de lire l'article. Depuis plusieurs mois, des experts ont constaté un nombre impressionnant de grands patrons démissionnaires, notamment aux États-Unis. Donc il y a plusieurs sources indépendantes d'analystes économiques qui parviennent à la même conclusion. Non seulement l'année 2019 fut un record, mais les 2 premiers mois de 2020 trahissent déjà un départ colossal et inhabituel des dirigeants américains. Environ 350, encore pour la plupart d'obscures raisons personnelles. L'un des analystes avait même annoncé, à la date du 28 février, soit une semaine avant les faits, que cette réalité traduisait la préconnaissance d'un massif krach boursier imminent. Est-ce que, quand on se penche sur cette imbrication et cette interconnexion, on peut penser finalement que si vous parliez du forum de Davos qui avait parlé de cette épidémie de coronavirus, on peut penser que ça peut faire partie, c'est une hypothèse puisque je sais que vous ne voulez pas vous embarquer là-dedans, mais ce genre de virus peut faire partie d'une stratégie économique, de prédation économique et une stratégie intentionnelle. Est-ce que vous pensez que, comment, dans cette hypothèse, il faudrait aborder la chose? Alors, je pense que ça peut répondre à une stratégie économique, mais je pense que si cette chose est faite délibérément, elle doit être sous les auspices d'un État. Jamais, je pense, des intérêts économiques privés ne pourraient se permettre cette chose-là sans être protégés par un État. Ah, vous pensez ça? Parce que quand on avait parlé du cas de Kravis et du détournement par le secteur privé des entités de la fonction publique, on s'est vu qu'on avait finalement constaté que les groupes privés avaient accumulé sur le consumérisme, le culte des technologies et puis la fuite en avant de la dette, des sommes colossales qui leur permettraient éventuellement, hein, par des cercles d'élite, de mettre en chose par concertation ce genre de comportement. Mais les crimes que finance M. Kravitz se situent dans le prolongement de ce qu'a été la politique officielle, enfin la politique de facto des États-Unis sous George Bush et durant le premier mandat de Barack Obama. Tandis que là, on parle d'une épidémie qui touche indistinctement les uns et les autres et qui porte tort à tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas protégé par un État, vous devrez rendre des comptes. C'est vraiment très différent comme situation. Vous pensez que ces gens-là raisonnent en termes de protection et ne s'engagent pas s'ils n'ont pas l'assurance d'être ensuite couverts. C'est ça que vous voulez dire. Et que donc, s'il n'y a pas un État derrière, ils ne le savent absolument sûr. Vous en êtes certain, d'accord. Oui, c'est pas du tout. Et vous ne trouvez pas le comportement de Bill Gates totalement, pour le moins surprenant? Pour le moins surprenant, et le fait aussi qu'il ait été le seul orateur lors comment s'appelle, les journées sur la sécurité à Munich. Il a été le seul orateur devant tout un parterre de chefs d'État et de gouvernement à évoquer la question du coronavirus dont personne ne parlait. D'accord. Bon. Est-ce que, avec le panel des sujets qu'on a abordés, vous voudriez compléter? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent... Il y a des parties qui vous embêtent? Est-ce que, après un petit travail pour rendre polisser les choses, ça vous convient comme ça? Si je réponds, c'est que ça ne m'embête pas. D'accord. Et alors,
juste de vous à moi, Thierry Messant, est-ce qu'il y a une histoire politique particulièrement pénible que vous pourriez aborder comme ça, en marge des sujets qu'on a abordés? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous, si vous aimeriez débloquer un aspect sombre politique d'une histoire crapuleuse en France, est-ce qu'il y a une histoire en particulier que vous pouvez aborder? Non, en fait, vous savez, je pense que le vrai problème aujourd'hui en France, c'est de savoir pourquoi on a élu Emmanuel Macron. Je pense que notre pays est malade. On doit vraiment se poser des questions sur nous-mêmes. Tout le monde voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas la capacité d'être président de la République. C'est quelqu'un qui n'a aucune expérience politique et qui connaît peut-être un peu des questions économiques, mais pas grand-chose en fait. En tout cas, il ne connaît rien à la vie politique et encore moins à la politique internationale. Donc, comment se fait-il qu'on ait fait confiance à cette... Il faut se poser cette question parce que ça n'est pas une erreur. On s'est déjà trompé avec Nicolas Sarkozy, on s'est trompé avec François Hollande, on s'est trompé une troisième fois avec Emmanuel Macron. Donc, ça n'est pas que nous avons été manipulés, même si effectivement il y a eu des manipulations, mais c'est que notre jugement n'est pas correct. Donc, il ne sert à rien nos dirigeants d'avoir utilisé nos faiblesses. Il faut se poser des questions sur nos faiblesses. Vous n'impliqueriez pas le patronat comme ayant utilisé Macron pour poursuivre un peu leur fuite en avant? Vous ne diriez pas que ça vient d'un problème du patronat français? D'abord, il n'y a pas de patronat français en général. Il y a certains patrons français, oui, qui ont. Il y a certains patrons français, oui, qui ont soutenu cette chose-là. Mais ça ne change rien à la question fondamentale. Pourquoi avons-nous souscrit à cette manipulation? Comme quand on regarde aujourd'hui les discours qu'il faisait pendant sa campagne électorale, comme pensée printemps, mais c'est affligeant, quoi. Oui, bien sûr. Comment se fait-il qu'on a pu voter pour un homme qui parlait comme ça? Mais alors, c'est effectivement, c'est personnel ce genre de questions politiques, mais vous pensez, vous personnellement, malgré votre provenance politique, que Marine Le Pen aurait été beaucoup plus efficace et plus cohérente au niveau de la politique française et de la politique internationale? Je ne sais pas s'il aurait été plus efficace, mais je pense que elle avait plus de capacité que n'en a Emmanuel Macron. Et le problème, c'est qu'elle était toute seule. Hein. Oui. Ouais, vous diriez que le fait que les Français ont choisi Macron plutôt que Marine Le Pen montre qu'il y a une tendance très bizarre en France, où peut-être on a habitué les gens à être anti-France finalement et à ne pas prendre les choses au sérieux, ce qui a crédibilisé finalement des personnages comme Emmanuel Macron. Et moi, j'ai l'impression que la classe politique en France n'est pas du tout à la hauteur de l'époque, des enjeux. Et je pense que nous avons une complaisance avec ça. Je pense que ce n'est pas un hasard. On a le diplôme que l'on mérite. Oui, bien sûr. Mais Emmanuel Macron n'a pas fait de coup d'État. Il est venu démocratiquement au pouvoir. C'était également le cas de François Hollande et le cas de Nicolas Sarkozy. Pourtant, aucun des trois n'aurait dû être président. J'ai un petit élément de réponse à vous apporter sur mes connaissances du dossier, c'est que est-ce que inconsciemment, finalement, historiquement, parce que les Français depuis la Seconde Guerre mondiale sont soumis aux Américains, on ne se penche pas vers le politicien qui sera le plus soumis aux désidérata américains, puisqu'on peut penser que finalement les Français ont voté Macron
en pensant que ça allait être Hillary Clinton qui allait être élue aux États-Unis et pas Donald Trump, et que Macron finalement représente ce que la France aurait été, enfin, si Hillary Clinton avait été élue.